Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur la M7 TV dans votre émission Sport Plus. Alors, pour ce numéro, nous allons parler de la CAN U17 en Algérie. Le Sénégal qui est qualifié pour la finale et fera face au Maroc le vendredi prochain. Et pour en parler, nous serons ici avec Dr Mohamed Gandour. Bonsoir, docteur. Bonsoir, M. Salim. Alors, je vous laisse le soin de saluer nos internautes. Bonsoir, chers internautes. Très ravi d'être sur cette chaîne pour qu'on parle surtout de ce que j'aime bien et une passion de tout un peuple, le football, et bien sûr notre équipe nationale. Alors, l'équipe nationale du Sénégal, U17 présentement, qui est en Algérie, qui va jouer la finale face aux Marocains. Alors, tout d'abord, avant d'en arriver au niveau de la finale, quelle lecture faites-vous par rapport à la prestation des Lions du Sénégal par rapport à cette compétition internationale? Je pense qu'on a commencé très bien cette compétition avec des joueurs qui sont sortis du lot, en l'occurrence Amara Diouf, Papa Ndiaye, Mamadou Lamine Sadio, et aussi surtout Serine Falloudien, le gardien Serine Diouf. Donc je pense que déjà sur ce niveau-là, on a eu une très belle, on va dire, première phase avec le carton plein. Le Sénégal a dominé son sujet. Ensuite, je pense qu'après, sur les matchs qui suivent, on a eu un super match contre l'Afrique du Sud qui a montré un peu toute l'étendue et toute la capacité et la qualité technique, physique et tactique de cette équipe. Et surtout saluer au passage aussi le travail de Serine Saliou Mbacké, de Souleymane Diallo et puis de Khalidou Sissoko qui sont en l'occurrence l'entraîneur adjoint et l'entraîneur des gardiens de but. Donc ce qu'on peut dire, c'est que c'est une équipe sénégalaise qui est, on va dire, une classe d'écart par rapport à ses adversaires, donc c'est très important. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le travail de la formation à la sénégalaise est en train de payer de plus en plus. On a des joueurs qui sont, on va dire, au même niveau que leurs homologues des autres continents, donc ça c'est très important. Par contre, je vais dire peut-être que le seul point noir, ça va être cette demi-finale qu'on a très mal abordée. Je pense qu'on est passé pas loin de la correctionnelle. C'était un match très difficile avec le Burkina qui nous a posé d'énormes soucis, surtout sur l'impact physique, sur les deuxièmes ballons. Ensuite, sur la manière de jouer, je pense que leur manière de jouer ont cassé un peu les lignes sénégalaises avec les balles sur Souleymane Alio. Justement, c'est un des meilleurs joueurs du Burkina, mais c'est lui qui rate le penalty, heureusement pour nous. Et on a été, on va dire, un peu poussif, mais on a été pragmatique. Et puis, bon, la séance de tir au but, donc c'est très bien. Donc, on arrive encore à gagner une fois de plus sur un exercice qui était un des points faibles du Sénégal et qui devient un des points forts du Sénégal. Donc c'est cette première lecture qu'on peut faire en général, grosso modo, de cette compétition-là. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché le jour de la demi-finale? Est-ce que c'est Serine Saliou qui a changé la formule d'avant ou bien quel est le problème? Non, mais moi, je pense que déjà, ils nous ont empêchés de jouer court, donc ça c'est très important, parce qu'on remontait les ballons à partir de Konaté. Konaté n'a pas, je ne vais pas dire qu'il n'a pas été performant, mais il a été bien muselé par les Burkinabés. Ensuite, Amara, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas beaucoup vu dans ce match-là, et c'est un fer de lance de cette équipe-là. En dehors de ça aussi, Oumar Sall aussi n'était pas très performant, donc et même le but qu'on marque, c'est Abdelaziz Fall, le milieu de terrain, qui arrive à reprendre le ballon. Donc c'est pour dire qu'ils ont réussi à nous contrecarrer, ils ont réussi à mettre en place une stratégie qui nous a empêché de remonter le ballon. Et je pense que bon, au niveau de la finale, le retour de Fallou Fall au milieu de terrain ferait beaucoup de bien à cette équipe du Sénégal. Donc malheureusement pour nous, on est arrivé justement, on a changé de ville, donc les gamins sont arrivés, il y avait de la pluie. Moi j'ai vu qu'ils s'étaient entraînés sous la pluie. Et hier, en parlant justement avec Souleymane Diallo, qui est l'entraîneur adjoint,
qui me disait que certains joueurs avaient été enrhumés, Amara Diouf avait une angine, donc quelques joueurs étaient grippés. Donc je pense que ceci peut expliquer cela, mais ne justifie pas la mauvaise prestation, parce qu'il faut le dire, c'est vrai qu'on a été pragmatique, c'est vrai qu'on a été très, très intelligent, on a su faire le dos rond et puis essayer d'aller au tir au but et de gagner cette série-là, mais le Burkina a été supérieur au Sénégal hier. Alors, Amara Diouf qui devrait même doubler la mise et on n'aurait dû pas arriver à ce point-là, la série des tirs au but. Alors, nous avons vu aussi le constat, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui au Sénégal, nos équipes tournent en Afrique? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Parce qu'auparavant, ce n'était pas comme ça. Souvent, on partait, mais on nous laminait, on revient encore sur place. Mais cette fois-ci, sur toutes les catégories, on a vu que là, ça passe bien. Mais qu'est-ce qui a changé là? Déjà, il faut remercier la CAF et la FIFA. Pourquoi il faut remercier la CAF et la FIFA? Je pense que dans les contrôles d'âge, déjà, sur ces catégories-là, on a beaucoup d'équipes qu'on ne voit plus. Hein. Pour ne citer que le Cameroun, le Ghana, le Nigeria, on ne les voit plus performants dans ces compétitions-là. Donc je pense qu'on a réussi pas à contrecarrer, mais au moins à uniformiser l'âge des joueurs. Et puis nos gamins se retrouvent avec des joueurs de leur catégorie. Donc ça, c'est très important dans cette manière d'aborder la compétition. Ensuite, il y a aussi la patience au niveau du Sénégal, parce qu'on a travaillé, on a beaucoup travaillé, on est revenu aux bases, les écoles de formation, les académies de foot, les écoles de foot, tout le travail qui a été mis en place par la Fédération sénégalaise de football, en l'occurrence la direction technique nationale, c'est des entraîneurs du CRU, la formation des entraîneurs, la formation des encadreurs, c'est tout un ensemble qui fait aujourd'hui que le football sénégal est en train d'émerger, mais bien sûr la patience et la discipline, et puis la confiance sur un staff à long terme, et surtout des joueurs du CRU qui connaissent les réalités du pays, qui connaissent les joueurs et qui savent comment faire en sorte qu'on puisse s'adapter à toutes ces compétitions-là. C'est très important. Et aujourd'hui, on est en train de gagner parce qu'on a accepté de travailler, parce qu'on a été patient, parce qu'on a mis en place une structure et on va dire une stratégie pour pouvoir arriver aux joueurs de l'équipe A qu'on voit aujourd'hui. Sadio Mané est issu des centres de formation du Sénégal, Idrissa Gana Gueye est issu des centres de formation du Sénégal, et j'en passe, il y en a plusieurs, Ismaël Assar, et j'en passe. C'est vrai qu'on a quelques binationaux qui sont dans cette équipe A et qui font en sorte que cette équipe est au-dessus de la moyenne continentale et qu'elle est championne d'Afrique, mais il ne faut pas oublier que 5 ou 6 joueurs qui composent cette équipe-là sortent des écoles de football ou des académies ou des centres de formation du Sénégal. Donc la qualité est là, il fallait du travail, il fallait de l'encadrement, on arrive à le faire, et après le Sénégal est devenu un grand d'Afrique. Il a toujours été un grand d'Afrique par ses joueurs. Aujourd'hui, il est devenu un grand d'Afrique par le collectif. Et on ne joue plus le Sénégal comme on le jouait avant. Aujourd'hui, nos adversaires, quand ils nous affrontent, ils savent qu'ils affrontent le pays de Sadio Mané, le pays de Kalidou Koulibaly, le pays d'Edouard Mendy. Et c'est d'une autre manière que les adversaires nous abordent. Et ensuite, je pense qu'aussi, il y a du travail, on va dire, du travail qui est interdynamique entre toutes les sélections, parce que quand on regarde l'équipe du Chan avec Pape Thiaw, comment elle joue, quand on a vu les U20 comment ils jouent, et quand on voit les U17 comment ils jouent, on commence à avoir ce jeu le football à la sénégalaise, c'est-à-dire on commence à retrouver un peu l'ADN du footballeur sénégalais, et c'est très important, et je pense que tout ça fait en sorte que c'est une équipe qui aujourd'hui fait peur dans toutes les catégories, et j'espère que ça va continuer. Alors, avec cette performance, il peut y avoir confiance que la relève sera vraiment sera assurée, que j'allais dire quoi. Oui, non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que bon, on est en train de parler d'abord du CHAN, du championnat local. On le remporte, on a beaucoup de joueurs de cette équipe nationale qui peuvent être des professionnels au niveau européen parce qu'ils ont le niveau. Les U20 sont en train de taper à la porte des U23, donc ils sont en train d'arriver. Les U23, malheureusement, dans le parcours du Sénégal et dans cette dynamique de victoire, on va dire ça a été le seul caillou dans notre chaussure, hein, c'est cette élimination contre le Mali avec cette double confrontation. Mais on a de très bons joueurs en U23. Et puis voilà, et Dembambaye a fait du très bon boulot. Malheureusement pour lui, ça s'est mal passé sur le match retour. Après, on a cette équipe de U17 qui tape à la porte des U20. Donc je pense que si on continue à travailler dans la continuité, dans la confiance qu'on fait justement au staff, et si la direction technique nationale continue ce travail-là de formation
et de soutien à nos encadreurs, à nos formateurs, à nos entraîneurs et à ces écoles de football qui continuent, et ces académies et ces centres de formation qui continuent à nous sortir de très bons joueurs, je pense qu'on peut dire que pendant quelques années, le Sénégal, je ne dirais pas qu'il va continuer à être champion, mais sera un élément incontournable et une équipe incontournable dans le milieu du continental. Alors, tantôt vous avez parlé des tests IRM pour contrecarrer, vous allez contrecarrer les autres équipes, comme le cas de Cameroun que vous venez d'expliquer. On a vu le cas de, comment dirais-je encore, Amara Diouf. Amara Diouf, on a vu les gens, bon, le taquiner au niveau des réseaux sociaux, soit disant qu'il n'a pas l'âge de 17 ans, il a dépassé, bon, il ne joue pas avec sa catégorie. Alors, quelle lecture faites-vous par rapport à ça, l'acharnement contre lui? Bah déjà, je pense que ce qu'il faut voir, c'est que, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je pense qu'on doit déjà, nous, à notre niveau, défendre nos joueurs. Pourquoi, au niveau mondial, on ne s'offusque pas d'un Ousmane Fati, d'un Ansu Fati? Pourquoi on ne s'offusque pas d'un Lamine Yamal? Pourquoi personne ne crie au scandale quand Vinicius a même pas 16 ans, le Real l'achète à 40 millions d'euros? Personne ne parle de ça. Mbappé, on peut en citer. Quand on regarde les anciennes CAN U17, on a des joueurs comme Patson Paka, Osimhen, Inacho et puis Bertrand Traoré qui sont sortis de cette CAN U17. Ce gamin a des qualités physiques, technique et tactique au-dessus de la moyenne. Ce gamin a joué il y a quelques années la Danone Coupe qui est l'équivalent de la Coupe du Monde des joueurs âgés de 9 ans. Il a mis 9 buts, il a tapé dans l'œil de tous les scouts qui étaient là-bas. Il a joué récemment le tournoi de l'Académie Mohamed VI du Maroc où il a fait un super tournoi avec Génération Foot. Et il a même, je pense, éliminé le Real de Madrid en quart de finale. Non, pourquoi on va s'acharner contre lui? Ce gamin a des qualités. Ce gamin est très fort, ce gamin est précoce, il a l'âge qu'il a prétendu. Pourquoi aujourd'hui on se focalise sur ça? Parce qu'il est plus fort que ses partenaires? Non, c'est quelqu'un qui est pétri de talent. Il a une classe d'écart entre lui et les autres, mais c'est normal. Mbappé avait 2 classes d'écart entre lui et les autres. Messi avait 2 classes d'écart entre lui et les autres. Ansu Fati aussi avait 2 classes d'écart entre lui et les autres. Cavaninga, quand il est arrivé à Rennes, c'était pareil, il avait 2 classes d'écart, mais personne n'a parlé de son âge, personne n'a parlé de sa physionomie. Non. Et hier, en regardant le match, quand on analyse bien, on sent bien que Amara est un gamin. On a vu qu'il était fatigué, on a vu qu'il était un peu perdu, on a vu qu'il avait de la pression. Si c'était quelqu'un qui avait beaucoup plus de 17 ans, je pense qu'il aurait déjà abordé cette demi-finale d'une autre manière. Donc, il faut arrêter qu'on attaque nos joueurs, surtout les joueurs du continent. Il faut arrêter que la précocité ne soit que l'apanage des autres continents. Non, nous aussi en Afrique, on a de très bons joueurs, de très jeunes joueurs qui sont pétris de talent, qui n'attendent que d'exploser. Amara a eu la chance de pouvoir jouer cette CAN U17 et de pouvoir exploser. Donc, il faut continuer à le soutenir. D'abord, vous, les médias, vous devez être les premiers défenseurs de nos joueurs. Nous, les consultants aussi. Et bien sûr, tous les Sénégalais et tous les Africains qui doivent défendre nos joueurs. Parce que je pense qu'il n'y a pas de différence entre un jeune qui sort des centres de formation européens ou d'Amérique du Sud et qui brille à son âge et un jeune qui sort des centres de formation et des académies d'Afrique et qui brille à son âge. Non, Amara, je continue à dire, il a son âge. Non, Amara est un joueur pétri de talent. Amara est un joueur qui a une classe d'écart entre lui et ses coéquipiers et ses adversaires. Amara est un grand joueur et quand aujourd'hui on l'analyse à son âge, il est encore plus performant que certains de nos grands joueurs qui avaient son âge. Donc non, il faut arrêter on va dire cette polémique stérile qui ne sert à rien. Alors Amara, bon vent à vous, vraiment. C'est un gosse vraiment qui est en train de faire du feu et flamme. Alors la finale qui va se jouer le vendredi, Sénégal face aux Marocains. Alors nous le savons tous, le Maroc en finale de la Coupe du Monde, nous avons vu, mais ils ont été vraiment extraordinaires. Et on ne sait pas si ça sera le même cas le jour de la finale. On ne le souhaite pas, vraiment, puisque c'est tellement historique au niveau de cette équipe sénégalaise. C'est la première fois qu'ils vont passer à la finale, ils vont jouer face aux Marocains. Quelles sont les chances de cette équipe sénégalaise face aux Marocains? D'abord, avant de parler de ça, il faut dire que c'est les 2 meilleures équipes du continent qui se retrouvent.
Ah oui, Ça, exactement. c'est très important. Le Sénégal est, Ah ouais. est champion d'Afrique Mhm. et les Marocains ont été demi-finalistes de la Coupe du Monde. Donc, Ouais. on a deux des meilleures équipes Mhm. d'Afrique Mhm. qui se retrouvent dans cette finale de CAN U17 Mhm. et ça montre tout le travail que ces deux pays ont Ouais, fait ouais. pour leur football. Mhm. Donc, ça, c'est pour commencer. Mhm. Ensuite, bon, c'est sûr que c'est une finale, on va dire, c'est une finale explosive. Parce que pourquoi elle est explosive? Parce que c'est deux footballs qui se ressemblent. Quand on regarde les qualités des joueurs sénégalais et quand on regarde les qualités des joueurs marocains, on a des joueurs qui sont talentueux, Similaire, oui. qui sont techniques. Alors, beaucoup de personnes m'avaient demandé la question, vous préférez le Maroc ou le Mali? Je leur ai dit, bon, quand on va en finale, on ne choisit pas son adversaire. Mais j'aurais préféré le Maroc au Mali. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Maliens, en dehors du fait d'avoir les qualités techniques, je pense que hier on a vu le match contre le Burkina où l'impact physique a beaucoup pesé contre l'équipe du Sénégal. Et je pense que contre une équipe malienne, ça aurait été aussi un peu la même chose. Ils auraient mis beaucoup d'impact physique. Les Marocains jouent moins avec l'impact physique. Ils sont beaucoup plus joueurs. C'est plus du football. On se ressemble un peu, mais on a un plus par rapport à eux. C'est justement cet impact physique qu'on peut, on va dire, qu'on peut insérer dans la façon de jouer. Non, moi je pense que ça va être un très beau match. C'est de toute façon une finale, c'est du 50-50. On ne joue pas une finale pour la jouer, on joue une finale pour la gagner, donc c'est très important. Je pense que ça, les gamins l'ont compris. Et puis le match d'hier, je pense, les a réveillés parce qu'ils étaient arrivés avec une certaine euphorie en se disant qu'on va passer sur le Burkina, ça va être un match facile et ils ont vu un adversaire qui leur a donné du fil à retordre. Je continue à dire qu'on est passé pas loin de la correctionnelle hier, c'était limite l'élimination. Heureusement qu'on a été pragmatique, heureusement qu'au tir au but aussi, on a été plus adroit que nos adversaires burkinabés. Mais je pense que ce match-là aussi est un très bon rappel pour ces jeunes joueurs en leur disant qu'un match n'est jamais joué d'avance et qu'en finale, il faudra redoubler de vigilance, redoubler d'efforts, être beaucoup plus intelligent, beaucoup plus solidaire et montrer exactement ce qu'on a montré au premier tour et ce qu'on a joué contre l'Afrique du Sud. C'est vrai que ce n'est pas le même adversaire, ça ne va pas être la même chose, mais c'est une finale. Je pense que les Marocains ont autant peur de nous, ou je ne dirais pas peur, mais se méfient autant de nous que nous nous méfions d'eux. Donc je pense que c'est deux très bonnes équipes qui se retrouvent. Alors, le gardien de but, on ne l'a pas vu hier, franchement, avant-hier, le gardien de but, parce que lors des phases de groupe, il a eu vraiment à stopper un penalty que lui-même, il avait même créé. Ouais. Mais la fois dernière, il était... Bon, on ne va pas lui faire un procès à son âge, 17 ans, il est en train d'apprendre. Vous savez, à cet âge-là, on ne demande pas à ces joueurs-là d'être déjà des produits finis. Aujourd'hui, la difficulté que Serine Saliou Mbacké, Souleymane Diallo et Khalidou Sissoko ont, ils sont dans une phase d'apprentissage. Vous avez des joueurs qui ont 17 ans, ils sont en train d'apprendre le football. Et on les met dans une compétition où on leur demande d'avoir des résultats tout de suite alors qu'ils sont dans une phase d'apprentissage. Donc c'est très compliqué, il faut être très psychologue avec les gamins. Je pense que Serine Diouf a fait son match. C'est vrai qu'il n'était pas performant, mais vous savez, un gardien de but vous dira toujours qu'un penalty bien tiré ne peut pas être arrêté. Donc il faut faire attention. C'est un exercice très difficile en dehors des qualités du gardien de but, en dehors de tout ce que vous pouvez avoir. C'est un exercice très difficile quand vous avez en face de vous des joueurs techniques, des joueurs habiles. Et on ne peut pas juger. Moi, personnellement, je ne jugerai pas un gardien sur une série de tirs au but parce que je me dis que, surtout à cet âge-là, je me dis que bon, il a encore à apprendre. On va dire, c'est l'enseignement de son poste qui commence à bien rentrer. Ça lui fait un match d'expérience de plus dans son bagage technique. Et vous allez voir, si par hasard nous irons aux séries de tirs au but contre les Marocains, c'est vrai, vous me direz à côté que le gardien marocain a arrêté, Rosil a arrêté trois buts. Ben, c'est un exercice dans lequel il excelle parce qu'on a vu que les Marocains ont presque joué pour aller aux séries de tirs au but, excusez-moi. Mais non, je pense que si jamais on arrive à cette série-là, vous verrez que Serine Diouf a appris quelque chose. Il a de l'expérience qui est rentrée avec ses 90 minutes contre le Burkina.
et vous allez voir un autre gardien. J'ai beaucoup confiance en ce gamin, j'ai beaucoup confiance au travail de Kalidou Sissoko. Mais je pense que c'est vrai que dans ce match-là, on va dire qu'il n'a pas été tranchant, mais bon, il ne pouvait rien faire sur cette frappe de Ouadradogo. Hein, c'est une frappe pure, il était en plus masqué, donc c'était très difficile à arrêter. Mais il a fait son match, il nous a pris jusqu'en demi-finale avec des clean sheets. C'est très important, je pense qu'il faudrait surtout l'encourager, être derrière lui. Et puis après, c'est une finale, comme on dit. Alors, bon vent à nos lienceaux. C'est ce qui va nous permettre d'aborder un autre point, la Coupe du Monde U20, avec l'autre là, comment s'appelle le coach, j'ai oublié son nom. Malik Daf. Malik Daf, voilà. Ils vont commencer la Coupe du Monde le 20 mai, 20 au 11 juin. Le Sénégal qui est logé au niveau de la poule C avec Japon, Israël et la Colombie. Alors, quelle lecture faites-vous d'abord par rapport à cette poule? Bon, déjà, je vais dire qu'aujourd'hui, quand on se qualifie pour cette compétition-là, le Sénégal ne part plus en spectateur ou en touriste dans les compétitions. Le Sénégal est devenu une nation importante dans le football continental et dans le football mondial. Et puis, la première chose qu'il faut mettre dans la tête de ces gamins, des joueurs, c'est qu'aujourd'hui, on ne se déplace plus pour de la figuration. On part pour faire quelque chose, on part pour marquer notre empreinte et puis montrer que le football sénégalais et en plus de l'occurrence le football africain n'est plus en reste par rapport au football mondial. Moi je pense que déjà c'est comme ça qu'on aborde une compétition. Si on part dans une compétition en se disant ah c'est très bien, on est déjà arrivé et rien que le fait de voyager parce qu'on se dit bon on va dans un autre pays, non, il faut aller dans une compétition en se disant on a quelque chose à faire, ne serait-ce l'objectif intermédiaire qui est de passer le premier tour, mais c'est d'aller chercher quelque chose et de ne plus aller en visiteur, c'est d'aller en participant et pour une participation gagnante. Après, c'est une poule, on va dire, un peu hybride. Hein. Israël en U20. Vous savez, on est en train de parler de joueurs de U20. Donc, c'est un peu difficile de juger. Jeunes, ouais. Voilà, c'est des jeunes. Et au niveau des jeunes, les nations, je vais dire, c'est presque équilibré. Mais après, malheureusement pour nous, et un sujet qui est très important et qu'il faudra peut-être développer aussi, c'est le refus de certains clubs de libérer des joueurs majeurs de cette sélection. Il n'y a pas que la sélection sénégalaise, il y a plusieurs sélections qui ont été lésées par ça. Donc je pense que la FIFA devrait revoir un peu soit le règlement, soit les dates de cette compétition pour ne pas aussi avoir une compétition au rabais. Donc voilà, sur une compétition au rabais. Quand vous avez des sélections avec des joueurs qui sont les fers de lance de cette sélection-là et qui font en sorte que cette sélection se qualifie et qu'elle aille en Coupe du Monde et que l'équipe nationale ne peut pas disposer de ces joueurs-là, c'est même la compétition elle-même, la Coupe du Monde U20 qui va au rabais, qui descend au rabais. Donc il faut faire attention à ça. Alors, l'émission tire presque à sa fin. Nous avons sur ce numéro comme invité Dr Mohamed Gandour, consultant à la RTS. Alors, l'émission qui tire à sa fin, qui va nous permettre d'abord aborder un seul point, un seul point, la coupe, comment dirais-je encore, l'organisation de la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique 2027, la candidature du Sénégal. Nous avons vu le nouveau ministre des Sports, Amadou Ba, qui veut se rattraper. Je ne sais pas si ça va passer ou pas. Mais alors, quelle appréciation faites-vous d'abord par rapport à ça? Parce qu'on a vu avec Diatara qui disait que le Sénégal est prêt pour organiser la Coupe d'Afrique 2027. Mais là, bon, finalement, on a vu la liste qui était sortie. Le Sénégal n'était pas dedans. Alors, lui, il est venu, lorsqu'il a pris fonction, il a annoncé une bonne nouvelle, que le Sénégal pourrait se rattraper. D'abord, quelle lecture faites-vous par rapport à cela? Déjà, je pense qu'à ce niveau-là, une personne, avec tout le respect qu'on a à son poste, je pense qu'une personne comme lui, si jamais il a dit, c'est que c'est mûrement réfléchi. Je pense qu'il a dû bien sûr peser le pour et le contre. Il a dû bien sûr échanger avec les personnes responsables et qui de droit. Il a dû jauger les forces et les faiblesses du Sénégal pour pouvoir organiser cette compétition-là. Donc, s'il a dit, c'est qu'il y a la possibilité pour le Sénégal de pouvoir organiser cette compétition-là. Quand je dis la possibilité, je parle déjà
au niveau du Sénégal, en se disant qu'on a la possibilité et la capacité d'organiser ça. Donc je pense qu'en tant que ministre, c'est quelque chose d'intelligent et de réfléchi qu'il a dit. Après, au niveau de la CAF, est-ce que les dossiers de candidature sont déjà clos? Est-ce que il y a beaucoup de choses, le cahier de charges est déjà arrêté? Donc je pense que c'est surtout ça le problème. Mais je pense que quand un ministre aussi respectable que M. Amadouba déclare qu'on est candidat à l'organisation de cette Coupe d'Afrique-là, je pense qu'il a très bien, on va dire, étudié le dossier avant de faire cette déclaration-là. Et il connaît les capacités du pays et les moyens que l'État peut mettre à la disposition justement de ces structures pour cette organisation pour le faire. Donc je pense qu'à ce niveau-là, s'il l'a dit, il l'a dit sur des fondements, ce n'est pas un message politique. Je pense que c'est surtout, il s'est basé sur des faits concrets et sur la capacité du Sénégal de pouvoir le faire. Maintenant, le Sénégal n'est pas seul décideur. Donc il y a la CAF, il y a un cahier de charges, il y a déjà des nations qui se sont prononcées pour ça. Est-ce qu'il y a-t-il un moyen de rentrer dans la danse, comme on dit, ou dans la compétition pour être élu? Peut-être oui, peut-être non. Bon, ça, je ne maîtrise pas ça. Mais je pense que si jamais notre ministre fait une déclaration comme ça, c'est qu'il connaît les capacités et il connaît les moyens qu'on peut mettre pour pouvoir organiser ça. Alors, c'était Dr Mohamed Gandour qui était notre invité. Alors, votre dernier mot de l'émission, parce que l'émission tire presque à sa fin, votre dernier mot. Dire que d'abord, d'être tous derrière nos lionceaux, leur dire que c'est des lions, et puis que quand un lion va à la chasse, c'est pour revenir avec une proie. Donc ils sont en pleine chasse, ils sont partis chercher cette Coupe d'Afrique-là. Leur dire que tout le peuple sénégalais est derrière eux, qu'on les supporte, qu'on est aussi fiers d'eux que de l'équipe A, que de l'équipe du Chan, que de l'équipe U20, qu'ils continuent à porter haut et fièrement le drapeau du Sénégal. Et puis on leur dit qu'on les attend avec cette coupe-là pour qu'ils aient aujourd'hui les mêmes, on va dire, la même récompense de la société sénégalaise que leurs aînés ont eu. Donc on est tous derrière eux et puis compris pour qu'ils puissent nous ramener cette coupe à la maison. Alors merci beaucoup nos internautes. C'était Dr Mohamed Gandour qui était notre invité de ce numéro. Alors nous remercions nos internautes et également mon cadreur Alioune Badara Ndiaye. Merci beaucoup, à très prochaine. Au revoir. Audio Jungle.